pour analyser les actualités allemandes d'abord, puis celles de Vichy de la première semaine de mars 1941. Nous sommes avec Nicolas Wahl, un Américain, parce que l'Amérique commence à jouer un rôle de plus en plus grand dans la politique européenne, celle de Vichy notamment, depuis que l'amiral Lee est là. Et il est bon que nous sachions un petit peu comment les Américains de cette époque ont vu Vichy, De Gaulle, et d'autant plus que Nicolas Wahl, étudiant, a été peut-être un des premiers Américains à voir De Gaulle, à l'interviewer. Racontez-nous ça un petit peu. Eh bien, j'ai fait ma thèse sur De Gaulle et il m'a gentiment reçu. C'était un moment quand il ne faisait pas grand-chose puisque c'était la fin du RPF et avant de revenir au pouvoir, c'était vers le début des années 50. Et il m'a frappé comme étant typique des grands leaders français et très différent des leaders américains parce qu'il voulait incarner la nation. Il voulait épouser la France. Un genre de geste et de pensée qui ne viendra jamais à la tête de Roosevelt ou de Kennedy, qui étaient les leaders de l'Amérique, mais de penser qu'il incarnait les États-Unis, qui de toute façon est une nation faite de beaucoup d'autres nations, puisque nous sommes un pays d'immigrants. Ça n'est jamais venu à la tête de Roosevelt ou de Kennedy. Mais De Gaulle, Pétain, Clémenceau, il disait qu'il incarnait la nation au grand moment critique de l'histoire de France. Bien. Mais à l'époque aussi, vous avez été avant la guerre en Europe, donc vous connaissiez bien le terrain dont nous allons parler. Oui, j'étais gosse, il faut dire. Oui. J'avais 10 ans. Juste avant la guerre, j'étais enfant touriste. L'Europe était bien différente de ce qu'il est actuellement, il va sans dire, et mes souvenirs sont pas trop clairs. Mais enfin, une des choses qui m'a beaucoup frappé dans mes visites juste avant la guerre, c'était à quel point l'Europe était plongée dans une déprime politique, mais économiquement, ça allait assez bien en comparaison avec les États-Unis qui, eux, étaient dans une déprime économique très grande. Alors là, il y avait un contraste. Qui vous a frappé. Beaucoup. Et qui l'a frappé, sur lequel il a réfléchi, puisque Nicolas Wahl enseigne à l'Université de New York, où il est professeur, il dirige même l'Institut français, et c'est avec lui qu'on va parler donc de cette première semaine de mars 41. On va d'abord voir les Allemandes, et puis ensuite Vichy. Der Führer sprach am 24. Februar auf der Parteigründungsfeier im historischen Festsaal des Münchner Hofbräuhauses an derselben Stelle, an der er vor 21 Jahren das Programm der NSDAP verkündete. »2000 der ältesten Parteigenossen, die aus allen Gauen des Reiches und von allen Frontabschnitten nach München gekommen waren, wurden Zeugen der großen Rede des Führers. Der Gauleiter des Traditionsgaus München-Oberbayern, Adolf Wagner, begrüßt den Führer. In seiner Rede, die auch diesmal wieder durch den Rundfunk über die ganze Welt verbreitet wurde, hielt der Führer noch einmal Rückblick auf den gewaltigen Siegeszug der Bewegung in den vergangenen 21 Jahren und gab dann unter dem begeisterten Jubel der alten Garde die Parole für den kommenden Entscheidungskampf. Mit fanatischer Zuversicht, so schloss der Führer seine Rede, sehe ich in die Zukunft. Die ganze Nation ist jetzt angetreten und ich weiß, in dem Augenblick, in dem das Kommando erschallt, Tritt gefasst, wird Deutschland marschieren. Der neu ernannte japanische Botschafter Hiroshi Oshima überreichte dem Führer auf dem Berghof sein Beglaubigungsschreiben.
Der Führer trifft am 1. März in Wien ein. Der Beitritt Bulgariens zum Drei-Mächte-Pakt wird vollzogen. Führer auf dem Balkon seines Hotels. Neben ihm Wiens Gauleiter, Reichsleiter Baldur von Schirach. Ankunft des bulgarischen Ministerpräsidenten Professor Dr. Filov auf dem Wiener Flugplatz. Vor dem Schloss Belvedere. Die Vertreter der am Drei-Mächte-Pakt beteiligten Nationen treffen ein. Links neben dem Reichsaußenminister von Ribbentrop der bulgarische Ministerpräsident Professor Dr. Filov. Rechts der italienische Außenminister Graf Ciano. Der Reichsaußenminister führte in seiner Rede unter anderem aus, dass die Arbeit aller im Drei-Mächte-Pakt zusammengeschlossenen Völker schon heute dem endgültigen Siege der Verbündeten diene. Wir repräsentieren, sagte der Reichsaußenminister, die stärkste Machtkonstellation, die es wohl je auf der Erde gegeben hat. Die Armeen stehen zum Sprunge bereit, um England überall da anzugreifen und zu schlagen, wo es sich zeigt. Das politische Fundament, auf dem die Freiheit erkämpft wird, und ihr Symbol wird für alle Zeiten der Drei-Mächte-Pakt sein. Die Unterzeichnung des Paktes durch die Vertreter der einzelnen Nationen. Der bulgarische Ministerpräsident Professor Dr. Filov. Nach der feierlichen Unterzeichnung gab der bulgarische Ministerpräsident eine Erklärung ab. Bulgarien hoffe, als treuer Partner des Drei-Mächte-Paktes, so führte er aus, seinen Teil dazu beizutragen, dass ein ständiger Friede und eine gerechte Neuordnung in Europa herbeigeführt würden. Die Fahrt des Führers zum Schloss Belvedere, wo er nach Abschluss des Staatsaktes einen Empfang gab. Der Führer begrüßt die Vertreter der beteiligten Nationen. Der Beitritt Bulgariens zum Drei-Mächte-Pakt wird in der gesamten Weltpresse als eine neue, schwere Niederlage Englands und als neuer und großer Erfolg für die Friedenspolitik der Achsenmächte bezeichnet. Je voudrais dire un mot d'explication. On peut s'étonner d'entendre Hitler parler ainsi des Anglais aux Bulgares. Alors, il a réussi à faire entrer les Bulgares dans le pacte tripartite, non sans résistance, puisque les Bulgares sont plutôt russophiles. Mais naturellement, le roi et Filov sont anti-bolcheviques, ça va sans dire. Donc les Bulgares sont dans une situation un petit peu désagréable. Hitler force la main pour les faire entrer dans le pacte. Et son idée, bien sûr, c'est peut-être de les jeter contre les Russes plus tard, mais il ne peut pas le dire, parce qu'il n'a jamais dit à Mussolini qu'on allait faire la guerre à l'URSS. Il s'en doute, mais il ne l'a jamais dit.
Alors, toute la tactique d'Hitler, c'est de faire croire qu'il s'agit de se défendre contre les Anglais. Et à juste titre, parce que les Anglais qui ont repris du poil de la bête, qui ont conquis Tobruk, n'est-ce pas, qui envoient des troupes en Grèce pour soutenir les Grecs contre les Italiens, pour sauver l'honneur, n'est-ce pas, ils auraient peut-être pu conquérir toute la Tripolitaine, mais ils veulent sauver l'honneur perdu des années précédentes en envoyant des renforts aux Grecs. Donc, les Bulgares peuvent craindre que les Anglais n'arrivent à Salonique, et Hitler leur promet une aide. Voilà l'explication de ces négociations bulgares que les Bulgares écoutent avec attention, parce qu'ils ne voudraient pas, bien sûr, que les Anglais soient là, puisqu'ils visent eux-mêmes la conquête de Salonique. Die 5. internationale Wintersportwoche in Garmisch-Partenkirchen nahm trotz des Krieges einen glänzenden Verlauf. 13 Nationen waren an den verschiedenen Wettkämpfen beteiligt. Von den 13 Hauptentscheidungen konnte Deutschland 11 gewinnen. Torlauf. Sieger wurde Rudi Kranz. Rudi Kranz und seine Schwester Christel, die den Torlauf der Frauen gewann. Abfahrtslauf. Sieger Albert Pfeiffer, Deutschland. Den Spezialsprunglauf gewann der deutsche Meister Josef Bradl mit einer Weite von 84 Metern. Im Olympia-Eisstadion, Maxi und Ernst Bayer. Eishockeykampf Deutschland-Schweden. Deutschland, schwarzer Dress. Nach hartem Kampf siegte die deutsche Mannschaft 2:1.
In der Heereshochgebirgsschule Fulpmes in Tirol werden Bergführer für die Wehrmacht ausgebildet. Sie sollen den Gebirgseinheiten als Berater zur Seite stehen. Ausmarsch zur Übung. Geh doch durch die Rüber! Geh doch durch die Rüber! Jeder dieser Männer ist mit den Skiern verwachsen. Eine Hundeersatzstaffel des Heeres rückt zur Übung aus. Einsatz von Meldehunden. Beim Legen von Fernsprechkabeln zwischen den Stellungen haben sich die treuen Tiere gut bewährt. Ein Sanitätshund wird auf Suche geschickt. Der Hundeführer befestigt das Bringsel. Gefunden. Der Hund nimmt das Bringsel in die Schnauze und läuft schnell zurück. Das Tier wird angeleint und führt so seinen Herrn zu dem Verwundeten. Deutsche Pioniere schlagen an der rumänisch-bulgarischen Grenze Brücken über die Donau. Als Sicherung gegenüber den bekannt gewordenen britischen Maßnahmen in Südosteuropa sind jetzt nach Zustimmung der königlich-bulgarischen Regierung Verbände der deutschen Wehrmacht in Bulgarien einmarschiert.
Die dem Heere auferlegte Kampfpause des Winters wurde ausgefüllt durch Felddienstübungen. Ritter Kreuzträger Hauptmann König, der sich in den Kämpfen südlich Abbeville durch hervorragende Tapferkeit auszeichnete. Eine Übung des Infanterieregimentes List, dem der Führer während des Weltkrieges angehörte. Maschinengewehre und schwere Granatwerfer übernehmen den Feuerschutz. Geländeschwierigkeiten beim Angriff. Der Kompanieführer stürmt seinen Männern voran. Künstlicher Nebel deckt den Angriff. Auch diese Übung zeigt, dass trotz modernster Waffen die Tapferkeit und der volle Einsatz des Mannes den Kampf entscheiden. Das Ganze halt. Weit vor der Küste halten Vorpostenboote die Wacht. Sie haben die Annäherung feindlicher Streitkräfte zur See und zur Luft zu melden. An der Küste beginnt ein dichtes Netz von Flugmeldewachen, die planmäßig über das ganze Land verteilt sind. Achtung, Flugzeuggeräusche aus westlicher Richtung. Der Telefonist gibt die Beobachtung weiter an die Meldezentrale in einer großen Stadt. Hier laufen die einzelnen Meldungen zusammen. Aufnahme? Zeitlich. Am laufenden Band gehen Sie auf schnellstem Wege zur Befehlsstelle. Aus den nacheinander einlaufenden Meldungen ist der Anflug des Feindes klar zu erkennen. Anflug A2005. Die feindlichen Maschinen nähern sich der Luftverteidigungszone der großen Stadt. Alarmbefehl an die Flakartillerie. Hier Nachtjägerstaffel. Jawohl. Einflugmeldung 21:30 Uhr. Maschinenklar zum Einsatz. Einsatzbefehl, Sie starten als erste Maschine. Sie fliegen in Raum A. Nachtflieger soeben gestartet. Danke. Fliegeralarm! Fliegeralarm! Im Gefechtsstand einer Batterie. Eisenbahnflakartillerie. An besonders gefährdeten Punkten wird zusätzlich motorisierte Flakartillerie eingesetzt.
Anflug, jetzt K30, 9. Immer näher kommt der Feind. 17, 3, 94. Bitte Alarm auslösen. 17, 3, 94. Warnung für die Zivilbevölkerung. Die Sirenen der großen Stadt werden ausgelöst. Die Flak-Artillerie schießt eine dichte Sperre, die der Feind nur schwer durchbrechen kann. Die deutsche Luftabwehr steht auf der Wacht. Nicolas Wahl, vous étiez en Amérique à l'époque. Dites-nous un peu comment vous viviez ces actualités, enfin les faits qui sont montrés là, et comment vous les voyez aujourd'hui. Eh bien, mars 41, j'avais 12 ans, et je dois dire que mes préoccupations étaient très loin de la guerre. Les États-Unis n'étaient pas encore en guerre. Je m'apprêtais pour la saison de baseball qui commençait en avril, et pour moi c'était un grand événement puisque ça c'est la première fois que toute la saison sera dominée par les deux équipes new-yorkaises, donc je passerai tout l'été dans le métro pour voir les jeux de baseball. Ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup pensé à l'Europe, même les petits Américains comme moi qui étaient d'origine européenne toute récente puisque mes parents étaient des immigrants. Donc ce qui m'a frappé, c'est que dans un an, un peu plus qu'un an, eh bien, on y était, à pleine, et on était absolument préoccupé par la guerre. Donc en un an, l'opinion américaine s'est en quelque sorte passée de l'isolationnisme à la participation. Absolument. On avait exactement la même atmosphère dans nos actualités que dans ces actualités-là, c'est-à-dire la préparation de la guerre. J'étais également frappé à la fin de ces actualités, quand on voyait cette énorme préparation pour ce qui allait venir comme l'invasion de la Russie dans quelques mois. Et je me demande si on jauge précisément à quel point les préparatifs de 41 pour la Russie étaient vraiment petites et minables en comparaison avec les énormes préparatifs américains 3 ans plus tard pour l'invasion du continent, c'est-à-dire pour le retour en France et ailleurs, et en Allemagne. C'est quand même frappant que ces préparatifs sont vraiment à une autre taille, les préparatifs qu'on verra 3 ans plus tard. Mais à l'époque où nous sommes en mars, il y a quand même des forces qui s'expriment en faveur de la neutralité de l'Amérique. Beaucoup. Il n'y a pas de question que l'opinion n'est pas encore mûre et que les grands... Qui s'oppose à une participation? Il n'y a pas de question que quelques grands groupes d'immigrants américains étaient très hostiles. Les Italiens, par exemple. Les Italiens ne voulaient pas entrer en guerre. Ils savaient bien que Mussolini était de côté de l'Axe. Beaucoup d'Américains de souche allemande étaient pour l'isolationnisme, pour ne pas être affrontés avec un choix tragique et cornélien. Il y avait certainement des gens d'autres pays qui ont rallié l'Axe, mais... Et puis on disait aussi qu'il y avait de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Eh bien oui, mais là, curieusement, c'était un peu mélangé, puisque la droite, aussi bien que l'extrême gauche, était pour l'isolationnisme. La gauche ne voulait pas s'y mêler, parce qu'en mars 41, ils étaient toujours pacifistes, l'URSS n'a pas encore entré en guerre, donc la gauche, qui n'était pas très important, était contre cela, et la droite ne voulait pas entrer non plus en guerre, parce qu'ils étaient traditionnellement isolationnistes. Eh bien, c'était donc un petit climat de guerre civile intérieure, comme on avait connu en France avant la guerre. Mais très dominé par Roosevelt. Très dominé par Roosevelt jouait bien son jeu. Chaque mois, il montait un cran la préparation psychologique des Américains pour l'entrée en guerre. Il n'y a pas de preuve qu'il a vraiment manipulé les Japonais, mais c'est comme tel, c'est presque comme tel, n'est-ce pas? Tout le monde savait, enfin, tout le monde dans l'armée américaine savait qu'un jour, il y aura une attaque des Japonais. Alors, Roosevelt prépare les Américains pour ce qui allait venir en hiver. En tous les cas, moi, je sais, entre autres, que, par exemple, il a aidé les cinéastes
immigré d'Allemagne ou de France ailleurs, ou d'ailleurs à faire des films anti-nazis, par exemple, pour préparer le climat psychologique. Ah oui, ça, il n'y a pas de question. Hollywood était déjà entré dans la propagande. Voilà. Et il y avait des films qui étaient nettement en faveur d'Angleterre. On commençait déjà de monter en épingle la France et la France occupée. On n'a pas encore produit des films pro-soviétiques, mais ça viendra un an après. Il y aura des films pro-soviétiques. Oui, tout est prêt. Tout est prêt. Eh bien, on va passer en France, où vous allez voir les activités de Vichy, qui sont à l'époque réalisées à Marseille, et celles que vous allez voir incarnent tout à fait l'esprit de ce qu'on a pu appeler à l'époque la Révolution nationale. À travers la France, à Super-Bagnères viennent de s'achever les épreuves des 29e championnats de France de ski, auxquels participaient les meilleurs skieurs français. Le championnat de descente se terminera par la victoire de Jean Blanc. Dans le slalom, rendu plus difficultueux encore par la pluie récente et l'état de la neige, les mêmes champions se rencontrent. Parti favori, le Savoyard Jean Blanc enlèvera ce nouveau championnat et se classera au palmarès de cette année, premier de la descente et premier dans le slalom. À travers la France, à Vichy, une cérémonie intime a réuni à l'église Saint-Louis la famille du général Hunziger, ministre secrétaire d'État à la guerre, et le maréchal Pétain, chef de l'État. Le lieutenant d'infanterie coloniale Jacques Hunziger épousait mademoiselle de Féligon. De nombreuses personnalités, parmi lesquelles le vice-président du Conseil, l'amiral Darlan, avaient accompagné le maréchal témoin du marié. C'est ici l'épilogue d'un joli roman commencé aux heures de la guerre sous le ciel de Syrie, où se rencontrèrent pour la première fois un brillant officier et une courageuse auxiliaire des services automobiles. C'est amusant, cette affaire de famille, finalement, puisque c'est à la fois un moyen de montrer que les choses continuent, la vie est normale, il y a des mariages, et mariages à l'intérieur de la famille de Vichy, où tous les caciques, les hiérarques de Vichy sont solidaires, parce qu'il y a Laval, il y a Pétain, il y a Darlan. On savait bien que Darlan et Laval se détestaient, mais ils sont là pour ce mariage d'un grand général. Et évidemment, les généraux sont les personnalités les plus importantes du régime. Oui, et on va voir maintenant, dans une séquence fameuse, les voyages du maréchal, la suite des voyages du maréchal. C'est un effort pour souder non plus la famille au sens étroit, mais la famille française, notamment réconcilier les patrons et les ouvriers. C'est le fameux discours de Saint-Étienne, qui est peut-être un des plus importants discours du régime de Vichy. À travers la France, à travers l'Empire, à Tafaraoui, près d'Oran, devant un front de légionnaires, s'est déroulée une simple cérémonie au cours de laquelle l'amiral Olive et l'amiral Jarry ont remis des récompenses aux fanions des escadrilles de l'aviation navale qui, sous la haute autorité de l'amiral Abrial, remplirent un rôle héroïque à Dunkerque et sur la Somme. Le chef de cette formation, le capitaine de frégate Josan, a reçu la cravate de commandeur de la Légion d'honneur. Simple cérémonie, mais dont la valeur exemplaire est infinie. C'est à de tels hommes, à un tel esprit de sacrifice, que la France devra de ne pas mourir. Après Toulouse, après Lyon, après Marseille,
C'est la région ouvrière et paysanne de Saint-Étienne et du Puy, c'est la France usinière, la France du travail, qui se prépare à accueillir le maréchal. Partout, dans toutes les rues, à toutes les vitrines, fleurissent les effigies du chef de l'État, les drapeaux tricolores, tous les symboles de la pérennité et de la Renaissance française. Roanne, la première, voit arriver le maréchal. Conduit par M. Georges Potu, préfet de la Loire, le chef de l'État reçoit les acclamations des anciens combattants, des cheminots et de la population accourue. À Saint-Étienne, toute la population ouvrière de la capitale de la métallurgie est dans les rues pour fêter l'arrivée de celui à qui la France doit son redressement et la promesse d'une vie nouvelle. Vie nouvelle qui sera basée, selon les propres paroles du chef, sur la justice, l'équité, la conscience et la bonne volonté de tous. Travailleurs français, je vous demande d'entendre mon appel. Ouvriers, n'écoutez plus les démagogues, ils vous ont fait trop de mal. Ils vous ont nourri d'illusions. Ils vous ont nourri d'illusions. Ils vous ont tout promis. Souvenez-vous de leur formule. Le pain, la paix, la liberté. Vous avez eu la misère, la guerre et la défaite. Pendant des années, ils ont injurié et affaibli la patrie, exaspéré les haines, mais ils n'ont rien fait d'efficace pour améliorer la condition des travailleurs, parce que, vivant de leur révolte, ils avaient intérêt à encourager ces causes. Patrons, parmi vous, beaucoup ont une part de responsabilité dans la lutte des classes. Votre égoïsme et votre incompréhension de la condition prolétarienne ont été trop souvent les meilleurs auxiliaires du communisme. Ouvriers, techniciens, patrons, si nous sommes aujourd'hui confondus dans le malheur, c'est que hier, vous avez été assez fous pour vous montrer le point. Cherchez au contraire à vous mieux connaître, vous vous en estimerez davantage. Vous aurez confiance les uns dans les autres, vous résoudrez ensemble le grand problème du travail et de l'ordre social. Renoncez à la haine, car elle ne crée rien. On ne construit que dans l'amour et dans la joie. Au Puy-Courriot, le maréchal entre en contact étroit avec ces réalités de la vie des mineurs, de la vie des travailleurs industriels, à qui tout à l'heure il disait les vérités dures et pleines de sensation. À Saint-Chamond, l'un des grands centres industriels de la région stéphanoise, les ouvriers des usines font au régénérateur de la vie française, à celui qui comprend leur souffrance et leur misère, à celui qui veut établir ici ce régime humain qui doit rendre à l'effort son prix, au travail sa grandeur, à la patrie sa vie pleine, un accueil filial et grandiose. C'est dans cette cité du travail opiniâtre, dans cette cité du frère dompté, aux accents de la Marseillaise, que le maréchal connaîtra mieux les hommes des puits, les hommes des hauts fourneaux, les hommes des marteaux pilons,
ceux qui usent leurs mains et leurs journées dans une lutte sans fin avec le métal. Le maréchal retrouve l'un des sommets spirituels de la France ancienne. Dans cette basilique du Montagny, dont l'origine remonte au 5e siècle, vinrent au cours des âges s'agenouiller un empereur, Charlemagne, 12 rois de France, 6 papes. Ici s'inscrit toute l'histoire de France. C'est ici également que va s'agenouiller, dans des temps tristes comme ceux que nous vivons, une simple paysanne, Isabelle Romée, la mère de Jeanne d'Arc. Notre-Dame du Puy, qu'on nommait déjà Notre-Dame de France. C'est au pied de Notre-Dame de France que se rééditera le serment de la Légion. Le serment de ceux de 14 et de ceux de 40 qui veulent refaire le pays. Pratiquer l'amitié et l'entraide vis-à-vis de mes camarades et de guerre, à rester fidèles à la mémoire de ceux qui sont tombés au champ d'honneur. J'accepte librement la discipline de la Légion pour tout ce qui me sera commandé en vue de cet idéal. L'avènement! Mes amis, vous avez pu constater que je me suis associé au serment de la Légion. Avec vous, je jure de servir la France, tant que mes forces me le permettront. Visite à la France, visite à la patrie française, elle devait aboutir ici. Elle devait, après ce périple accompli dans les provinces de la zone libre, se terminer aujourd'hui au pied de cette montagne sacrée, au pied de ce lieu où souffle l'esprit de la France. Bien, Nicolas Valls, après ces actualités de Vichy, qui, vous le savez, sont faites à Marseille à l'époque, on a deux questions évidemment à vous poser en tant qu'Américain. D'abord, comment l'Amérique à l'époque se comporte-t-elle avec Vichy et avec De Gaulle? Comment fonctionne-t-elle? Et deuxièmement, comment aujourd'hui, comme historien, vous jugez ces discours de Saint-Étienne, ces présentations, et comment vous identifiez le régime de l'époque? Commençons avec les États-Unis et Vichy. Voilà. Il n'y a pas de question que l'opinion publique était par une énorme majorité en faveur de la France libre et de Gaulle. Mais le gouvernement américain favorisait Vichy pour une raison très simple. N'oubliez pas que nous sommes avant l'entrée en guerre des États-Unis. Eh bien, Roosevelt et le gouvernement américain avaient peur que les bases françaises des Caraïbes soient occupées par les Allemands. Et pour pallier à cela, il fallait que l'autorité de Vichy reste dans les Caraïbes. Et en conséquence, on joue la carte Vichy essentiellement pour que la flotte française ne tombe pas entre les mains des Allemands et que les bases françaises en Amérique et en Afrique ne tombent pas entre les mains des Allemands. C'est la crainte de Hitler.
Hitler craint que les Américains ou que Vichy ne passe un jour à la dissidence, quelque chose de ce genre. C'est ce qu'il craint le plus à cette époque. Avec base et flotte. Bien sûr. Tout à fait. Et alors, comme historien avec le recul, comment analysez-vous le discours de Saint-Étienne, le régime de Vichy, ces tendances profondes? Bien, il faut d'abord dire un mot sur les actualités françaises. Bien sûr. C'est frappant à quel point ils essayent de faire la même chose que les actualités allemandes. Et finalement, que les actualités anglaises et américaines feront dans un an, ou faisaient pour les Anglais à ce moment-là. C'est de donner en même temps l'impression que le pays était mobilisé, mais que finalement la vie était normale au même temps. Il y a les sports, il y a les mariages, il y a la famille. Les sports sont mis en vedette dans les deux actualités, mais enfin que quand même le pays est unifié. En ce qui concerne les séquences de Maréchal, et évidemment c'est très important puisque le Maréchal était toujours au centre de toutes les actualités, la partie sur Saint-Étienne était fascinante puisqu'il évidemment voulait améliorer ses relations, son image avec la classe ouvrière. N'oubliez pas, il ne faut pas oublier que Pétain était considéré comme un homme de droite et il fallait qu'il améliore son image auprès de la classe ouvrière, mais aussi il voulait répéter un thème qui était assez répandu pendant la guerre et juste avant la guerre. Le thème d'une troisième voie entre le capitalisme et le communisme. Et il essaye de dire que Vichy représente cette voie-là, pas le capitalisme sauvage et pas le communisme athée. Oui. Thème un peu passé. Mais ce rapprochement que Pétain veut instituer entre les patrons et les ouvriers, par exemple, ces négociations, on a pu dire qu'au fond, De Gaulle n'a fait ensuite que reprendre du pétainisme. Est-ce que c'est une analyse juste? On peut dire que l'association Capital-Travail de Gaulle est une reprise de cette association entre le capitalisme et le monde du travail, mais enfin, dans le New Deal de Roosevelt, il y avait un effort tout à fait analogue, et d'autres partis que le parti gaulliste, après la guerre en France, prônaient ce genre de coopération. C'était un thème très utilisé à fin politique pour montrer qu'il n'y avait pas que ces deux choix, capitalisme d'ancien, communisme dangereux, il y avait d'autres possibilités. Nous savons maintenant, avec tout ce qui s'est passé depuis 2 ans, que probablement il n'y a pas de troisième voie. On vous remercie beaucoup, Nicolas Wahl, de nous avoir fait revivre le passé et de nous avoir aussi analysé le présent de façon très nouvelle et très pertinente. Merci.